Pro pour un peu montrer tout leur travail. Donc, si vous connaissez pas Twitch, ben voilà, c'est une plateforme vidéo de live, donc en direct. Et donc, vous avez l'occasion de participer dans le chat. Et au fur et à mesure qu'il y aura des followers et que j'aurai streamé un certain nombre d'heures, je pourrai débloquer certaines choses, notamment faire des petites émoticônes customisées, faire des trucs comme ça. Donc, hey, salut Steve, bienvenue. Merci de rejoindre cette petite folie avec moi. Ben oui, un petit coucou rapide, mais ça fait quand même bien plaisir. Voilà, sachant que je me lance un peu comme ça, totalement en solo. Je me suis pas beaucoup préparé non plus. Comme d'hab, j'ai pas beaucoup eu le temps malheureusement. Euh, mais donc voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est parler jeux de manière générale, parler jeux dans les pratiques professionnelles et parler de sujets de société qui donc aujourd'hui que je disais c'est santé mentale, mais un jour peut-être ça sera tout ce qui est IVRAS, éducation à sexualité. Voilà, ce sera en fonction un peu de l'actu, en fonction de mes envies aussi, en fonction des découvertes du moment. Donc voilà. Bah oui, je vais commencer. Steve, je ne sais pas si tu as vu The Devil's Plan, qui est une série Netflix qui est sortie récemment, il y a 2 3 semaines. Alors, ce que j'aime bien déjà dans cette série, en premier lieu, et c'est hyper rare. Ils ont vraiment. Donc, c'est une série coréenne, c'est un jeu de télé-réalité coréen. Et c'est la première fois où je vois une série, en tout cas, qui ne fait que des épreuves intellectuelles et qui, du coup, n'a recruté des candidats que pour leurs compétences intellectuelles. Donc, c'est des gens qui ont fait, voilà, qui ont un gros background en termes d'études, de capacités intellectuelles et tout. Et c'est la première fois, ça m'a vraiment étonné, c'est la première fois dans une série que je vois ça. Que d'habitude, on prend toujours un peu les gens qui vont. Bon, c'est peut-être le côté américain et un peu aussi français, mais plutôt des gens qui vont faire un peu de polémique, les gens qui vont être un peu. Ouais, on fait plus travailler les biscottos que le cerveau. Et là, du coup, ça change vraiment pas mal. Et puis, alors, je sais pas si c'était le fait que ce soit coréen ou autre, mais en tout cas, même si il y avait dans tous les jeux, évidemment, c'est de la compétition. Il y avait quand même énormément de bienveillance entre les gens en dehors, dès que le jeu s'arrêtait, quoi. Donc, dès qu'ils étaient en mode de jeu, bah oui, c'était compétition, on est en fond dans la stratégie, on fait des alliances, des mini-clans et tout. Mais dès que voilà, l'épreuve s'arrêtait, il y avait beaucoup de bienveillance quand même entre les gens et tout ça, même s'il y avait toujours un peu de tactique derrière. Mais de manière générale, il y avait bienveillance et ça, je trouve ça assez cool aussi de montrer ces aspects-là. Et alors, il y a l'autre aspect, c'était toutes les épreuves en termes de game design, c'était très intéressant aussi. Il y a eu pas mal de choses qui ont été réinventées, de partir des jeux existants pour et venir avec de nouvelles règles. Par exemple, une des épreuves, c'était un style de loup-garou, sauf que ici, c'était pas vraiment loup-garou, c'était genre, il y avait des personnes infectées par un virus, et donc il y avait donc, l'équivalent de 2 loups-garous, on pourrait presque dire, et les autres personnes devaient éviter évidemment d'être infectées. Et dans le lot, il y avait aussi, ils avaient créé le poste de journaliste qui pouvait une fois par manche proposer un nom comme ça au maître du jeu, et le maître du jeu pouvait répondre si la personne était terroriste ou pas terroriste, donc pour découvrir un peu le rôle d'une personne. Il y avait le rôle du policier qui avait à chaque tour l'occasion de tuer quelqu'un. Les terroristes avaient l'occasion d'infecter ou de tuer une fois sur toute la partie, donc pas uniquement une manche, mais sur toute la partie quelqu'un aussi. Et il y avait le rôle du fanatique, qui lui, son but c'était d'absolument mourir durant la partie. Donc il y avait ces différents rôles. Et j'ai trouvé ça intéressant notamment parce que les personnes infectées ne mouraient pas directement. Contrairement à Loup-Garou, où une fois qu'on est tué, on est tué, on participe plus. Ici, il y avait quand même l'occasion de jouer une manche ou deux. Parce que l'infection, voilà, on ne mourait qu'au tour suivant où on était infecté. Et donc je trouvais ça très intelligent comme ça, du coup,
d'utiliser tous ces aspects-là. Et il y avait aussi deux médecins, enfin deux laborantins qui avaient un rôle pour trouver un vaccin à la maladie et donc éviter la contagion, quoi. Donc, euh, ouais, salut Steve, à bientôt. Mais ouais, regarde la série, si t'aimes le game design, tu vas aimer. Donc voilà, pour les autres qui regarderont aussi le live en rediffusion. Donc voilà, The Devil's Plan, c'est sur Netflix si vous avez l'occasion de regarder. Et voilà, si vous aimez vraiment le jeu, c'était superbe à voir. En termes de stratégie ici, on voyait beaucoup les gens réfléchir à quelle stratégie ils allaient adopter. Évidemment, il y a le côté alliance derrière qui joue aussi. Mais en tout cas, voilà, il y avait pas mal. Enfin, c'était vraiment pur intellectuel, quoi. Et ça fait vraiment plaisir un peu de voir aussi ces aspects-là travailler dans une émission télé. Et ils se sont aussi inspirés pas mal de jeux anciens et tout. Ils ont fait le jeu du moulin, qui est un très très vieux jeu. Il faudrait que je regarde. Parce qu'il me semble que c'est un autre mot, mais c'est un vieux jeu qui date. Ouais, jeu de Merel, c'est ça. Donc ça date vraiment du Moyen-Âge, quoi, ça, 1000 ans. Et ils avaient utilisé ce jeu pour notamment la phase finale. Et ça, ouais, c'est vraiment cool d'aborder finalement le jeu de société comme ça, aussi avec des jeux très anciens, quoi. Donc voilà, gros coup de cœur sur cette petite série qui fait 12 épisodes, qui dure environ 1 heure par épisode. Donc il y avait quand même pas mal de suspense parce que ce qui était cool aussi, c'était qu'il y avait une espèce de jeu dans le jeu. Donc je vais pas spoiler non plus. Mais disons que il y avait une partie du jeu qui continuait même en dehors, comment dire, en dehors des jeux organisés. Donc il y avait et donc il fallait vraiment être stratégique, il fallait vraiment tout réfléchir un peu à tout comme ça. Et donc c'était ouais, assez intéressant. J'ai même découvert certains mini-jeux qui existaient. Donc ouais. Mais voilà, c'est le genre de série où on se dit, waouh, si on est participant, faut y aller, quoi. Parce que là, c'était vraiment de la stratégie pure, beaucoup de réflexion, vraiment réseau pas, zéro physique, pardon, contrairement à ce qu'on voit. Et c'est marrant parce qu'ils avaient fait, aussi Netflix avait fait une série aussi coréenne qui s'appelait Physical 100, Physical 100, si on veut parler en mode français. Et là, du coup, c'était que des épreuves physiques, quoi. Il n'y avait rien d'intellectuel. Et donc c'est marrant de voir vraiment les deux opposés comme ça, enfin opposés, façon de dire, mais deux choses totalement séparées, un très physique, un très intellectuel, et moi j'ai vraiment aimé cette série, d'une part par voilà, le côté un peu bienveillance quand même entre les gens, je pense que c'est important de le montrer quand même dans la télévision, surtout dans les jeux compétitifs, quand on voit par exemple koh et tout, c'est rarement bienveillant quand même. C'est des alliances, mais c'est aussi des coups dans traîtrise et tout qui ont l'air de perdurer après le jeu en tout cas. Euh, Ici, non, c'est vraiment ça, le côté bienveillance, le côté très réflexif des jeux engagés, enfin voilà, le game design derrière les jeux, c'était vraiment bien pensé. Plus les candidats recrutés uniquement sur leurs compétences intellectuelles. Ça, qu'est-ce que ça change, bordel. Ils sont pas là pour faire de la polémique ou faire, voilà, surjouer quelque chose, incarner un personnage, quoi. Non, c'est... en plus, c'est des gens qui sont apparemment déjà des personnalités, donc ils ont pas besoin de surjouer, ils ont déjà leur profil établi, quoi. On n'engage pas les gens lambda et de faire tout et n'importe quoi, quoi. Donc ça, c'était assez cool. Donc si vous n'avez pas vu de Devil's Plan et que vous aimez voilà, ce côté-là un peu très réflexif, réfléchir aux stratégies de jeu, ça montre très bien ces aspects-là, quoi. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé regarder cette série-là. Franchement, les derniers épisodes sont juste sortis là ce mardi, donc hier, et, euh, et c'était assez chouette. Voilà, moi j'attendais cet épisode avec impatience parce qu'évidemment ils ont coupé, enfin ils ont fait attendre une semaine après,
après juste le moment bien comme ça, pas dire stressant, mais cliffhanger quoi. On sent le truc qui va se passer hyper intéressant qu'on attendait de voir depuis tes épisodes. Et puis, vous voulez voir la suite? Ben, ce sera plus ça. Salut Miss Valérion, bienvenue. Bienvenue dans ce tout premier live de Ludo Social pour parler jeux et société. Donc là, j'étais en train de parler de Devil's Plan, la nouvelle série de Netflix sur compétition ludique. Avec beaucoup de jeux très intellectuels. Donc si tu aimes tout ce qui est justement jeux de société et game design, ça vaut vraiment le coup d'observer notamment les jeux en soi. Parce que franchement, c'est des jeux que tu as presque envie de jouer. Et en plus, regarder comment les gens réfléchissent à établir des stratégies et tout, c'est assez intéressant de voir ce côté spectateur des gens jouer sur des jeux hyper stratégiques, hyper réflexifs. Franchement, je conseille. Donc voilà, ça c'est le petit quart d'heure série Netflix sur Devil's Plan. Alors, ce que j'ai aussi envie de faire, c'est un peu de veille ludique, parce que chacun a un peu sa façon de faire pour la veille ludique. Donc veille ludique, c'est quoi? C'est un peu regarder les sorties récentes en termes de jeux. Et pas que jeux de société. Et franchement, c'est hyper difficile à suivre. Il faut vraiment être au taquet, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux de manière générale, et s'être abonné à toutes les maisons d'édition pour pouvoir suivre un peu toutes les sorties jeux. Et encore, c'est pas suffisant. Il y en a qui ont été à SN, du coup, et qui ont découvert plein de nouveautés qui ne sont du coup pas encore disponibles sur les réseaux sociaux. Je pense notamment, c'est vrai qu'il y avait l'extension de Seven Wonders Architect, donc Seven Wonders Architect Medals, qui devrait sortir apparemment en février 2014. Et ça, c'était un petit secret qui n'est jamais venu sur les réseaux sociaux, qui vient d'apparaître depuis SN, mais c'est vrai que c'était toujours un petit peu en secret. Il fallait vraiment connaître les gens en fait du milieu du jeu pour savoir qu'il y a ça qui allait sortir, quoi, parce que ça fait déjà un petit temps quand même qu'ils bossent dessus. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir ça parce que j'ai bien aimé Seven Wonders Architect évidemment, et donc pouvoir jouer à une extension de ce jeu là, j'ai hâte de le découvrir. Donc je vais passer directement d'un autre format. Tac, voilà, petite transition. Alors, je vais vérifier évidemment que tout fonctionne. Comme c'est le premier live, il faut quand même tout checker. Voilà. Ok, le son est bon. Alors, comment je fais ma veille ludique? En général, quand je suis un peu... suivre quand même tous les réseaux sociaux, moi ça me gave un peu à un moment donné, je crois que je suis un peu vite saoulé par ça. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais sur myludo.fr. Donc pour les gens qui ne connaissent pas myludo.fr, c'est un peu une ludothèque en ligne. Donc d'une part, et c'est pour ça principalement que j'utilise, ça vous permet de enregistrer tous vos jeux, tous les jeux que vous avez chez vous, et de voir votre petite liste de jeux. Donc moi ici, voilà, ça c'est rangé par défaut par les derniers jeux achetés. Donc on voit ici que voilà, mon dernier jeu acheté, c'était le 25 août, c'était Harry Potter Stupéfix. Je l'avais acheté au BGF, donc au Brussels Game Festival. C'était à la bourse aux jeux. Je crois qu'il le vendait que 15 €, un truc comme ça. Alors 15 € alors que le prix de base est 40 €. J'avoue que j'ai pas trop hésité. Et donc Stupéfix, oui, ça marche très bien parce que à cause de la thématique Harry Potter, quoi. Ça, j'ai sorti une animation avec des enfants à la rentrée, et tout le monde se jetait dessus, quoi. Ça, clairement, Harry Potter, avec les baguettes et tout, c'est assez immersif d'avoir ce petit côté avec les baguettes. Donc voilà, donc vous voyez ici les derniers jeux que j'ai achetés. Les Oriflamme qui marchent très bien avec les ados. Voilà, c'est un jeu très simple à expliquer. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à comprendre, et il faut vraiment faire plus d'anticipation de programmation. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire toute la liste parce que sinon on en a longtemps. Vous voyez que j'ai 334 jeux. Bon,
en grosso modo, parce que après il y a les petites cartes d'extension, les cartes goodies qui sont comprises dedans, donc on va dire 330 environ. Et donc voilà, ça vous permet en tout cas de faire votre petite liste de jeux et de filtrer quand vous cherchez, quand vous avez des gens qui viennent chez vous. Ah ben on va être 5, donc je vais choisir entre voilà, 2, 5, 3 et 5, enfin voilà, le minimum pour l'âge, pour la durée de jeu, donc ça vous permet voilà, d'un peu de filtrer les jeux, surtout quand vous en avez beaucoup, c'est quand même bien pratique. Vous avez aussi la possibilité de faire une wishlist, donc voilà, les jeux que vous voulez potentiellement acheter. Ici, ben voilà, moi il y a des jeux que j'ai envie d'acheter. Turing Machine par exemple, moi c'est encore les jeux où il y a beaucoup de réflexion, donc moi j'adore ça. Phantom Inc. qui est un super jeu d'ambiance. Enfin voilà, vous voyez un peu les types de jeux que je voudrais acheter. Vous voyez Stratego et Risque, c'est pas forcément ce Stratego et Risque que je veux. C'est juste qu'en termes de classique, c'est bien d'avoir un Stratego et un Risque. Dire, ah, je l'ai dans ma ludothèque. Donc, faut juste que j'achète parce que je les ai pas encore achetés. Et donc, je suis très content d'avoir réduit ma wishlist à 29 jeux. Parce que quand on est fan de jeux, c'est difficile. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'avec le temps, plus on joue, plus on devient aussi pointilleux sur la qualité des jeux. Donc évidemment, dès qu'il y a des jeux qui se ressemblent un peu à quelque chose qu'on connaît, peut-être qu'on n'a pas forcément envie. Mais donc voilà, j'évite de craquer pour tout et n'importe quoi. Et, puis c'est surtout que voilà, c'est bien d'avoir des jeux, mais il faut encore des gens avec qui jouer. Alors, au-delà de la collection et tout, vous avez la possibilité de faire des listes de jeux. Donc là, par exemple, voilà, les jeux famille, des jeux géants, voilà, les jeux pour les enfants. Voilà, vous faites un peu votre petite liste comme ça aussi. Vous pouvez enregistrer vos parties, vous pouvez enregistrer les prêts que vous faites aux gens. Enfin voilà, il y a plein de choses très intéressantes à faire. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y a les tendances que vous pouvez suivre. Donc, c'est quoi les jeux qui sont le plus joués par la communauté, avec le petit moment ici publicité aussi. Vous avez les prochaines sorties, enfin les sorties qui viennent de se faire plutôt, avec l'onglet sorties. Vous avez les prochainement, donc ceux qui vont sortir, donc c'est toujours bien de voir un peu et d'anticiper. Voilà, vous avez classement aussi, si ça veut bien venir, voilà, des jeux les mieux cotés. Donc effectivement, on a du Ark Nova, c'est un jeu sorti récemment. En termes de jeux experts, les gens, voilà, tous les gens qui étaient fans de Terraforming Mars, j'ai l'impression, sont passés sur Ark Nova. Et en fait, on voit quand même pas mal de jeux longs, là, dans les plus cotés, j'ai l'impression. Par Welcome to the Moon, franchement, tous les jeux sont quand même relativement experts et longs. Donc voilà. Alors, ce qui est très chouette aussi, mais là c'est pas bon pour le portefeuille, c'est tout ce qui est en financement participatif. Donc vous avez quand même pas mal aussi une petite liste là de jeux qui vous dit combien de temps il reste, donc si c'est sur Kickstarter, GameFound, Ulule et compagnie, pour savoir voilà si vous voulez vous acheter vous prendre un petit jeu en financement participatif. Faut prendre le temps d'analyser tout ça. Pas se laisser avoir non plus, parce que le problème des jeux en financement participatif, c'est souvent on n'a pas l'occasion de les tester et tout avant, voilà, ils sont pas sortis en magasin ou autre, donc faut vraiment se laisser un peu à l'impression, c'est ça que j'aime pas trop, mais donc voilà, c'est aussi une possibilité de faire. Donc les sorties récentes, moi j'aime bien regarder un peu voilà ce qui est sorti récemment. Donc il y a Almost Innocent qui était effectivement à la base c'était un Kickstarter, mais là qui passe il passe en magasin apparemment. Donc ce qui est chouette, voilà, c'est un jeu de déduction. Et moi les jeux de déduction j'adore beaucoup, j'adore ça. Alors ce qui est ici par rapport à l'intérêt de l'émission, c'est que moi ce que je vais regarder c'est ok, il y a de la déduction, ok, c'est-à-dire qu'il y a de la réflexion, et c'est surtout qu'il y a de la coopération. Ici, on voit ici, donc quand il y a de la réflexion et qu'il y a de la coopération, je trouve ça intéressant pour moi en termes d'atelier à organiser, parce que du coup, il y a une double stratégie à mettre en place. Il y a d'une part la stratégie de comment on va travailler en équipe, et comment on va travailler pour résoudre
finalement les différents scénarios qui seront présents. Donc il y a beaucoup de choses à analyser du coup, ce qui se passe dans un groupe quand on utilise ce type de jeu-là. Donc si vous connaissez, alors c'est Hidden Leaders. Hidden Leaders, c'était aussi un jeu édité chez Matago. Et en fait, c'est la même personne qui a illustré, c'est Satoshi Matsura, qui a fait les illustrations d'Hidden Leaders. Donc c'est aussi du coup dans le même dans le même univers. Et donc ici Philippe Attali, qui est français si je ne dis pas de bêtises, qui vient de faire, qui se lance un peu du coup dans les jeux, puisqu'on voit ici qui vient de faire Almost Innocent, donc c'est vraiment son premier jeu, et Voyage olfactif qui a Santosphère. Alors pour les gens qui ne connaissent pas Santosphère, c'est un jeu qui donc c'est français, c'est fabriqué en France et tout, et c'est des jeux souvent basés sur effectivement la mémoire olfactive. Moi j'ai un vieux jeu qui s'appelle Bacchanal notamment, et Bacchanal en fait déjà il faut acheter du vin, ce qui n'est pas fourni avec la boîte, et il faut essayer de reconnaître avec les petites senteurs, un peu quel goût on retrouve finalement dans le vin. Donc je vais regarder si normalement il est ici, Bacchanal, hop. Bacchanal, ou peut-être que c'est moi qui écris mal aussi Bacchanal. Oui, c'est moi qui écris mal Bacchanal. C'est le jeu qui date de 1993 à la base, qui a été refait en 2011. Et donc, on voit ici, en tout petit malheureusement, il n'y a pas d'image. Mais donc, l'idée, c'est ça. Il y a plein de petites choses à renifler, plein d'odeurs, plein d'arômes. Donc, on a cannelle, citron, prune, champignons. Et donc, il faut essayer de retrouver, quand on déguste le vin, il faut essayer de retrouver un peu quels sont les arômes, quoi. Donc, il n'y a jamais personne pour vérifier si c'est une bonne ou mauvaise réponse. Donc, Donc, ici, est-ce que c'est un jeu... Les gens vont dire que c'est un peu plus de la gamification, c'est plus utilisation d'une mécanique ludique pour rendre la dégustation de vin un peu marrante. Mais impossible de savoir si on a bon ou pas. Donc, il faut vraiment être peut-être un sommelier ou une sommelière qui a acheté le jeu et qui peut vérifier. Mais moi, s'il y a bien quelque chose que je ne serais pas à faire, c'est ça. Moi, dégustation de vin, j'ai un peu l'impression qu'ils se ressemblent tous. Par faire la différence en vin rouge, vin blanc et rosé à la dégustation, peut-être que je pourrais y arriver. Mais sinon, à part ça, moi, différence entre deux vins rouges, faut vraiment que ce soit très marqué pour que je le sente, quoi. Genre, à la limite du Lambrusco parce que c'est pétillant. Mais sinon, je pourrais pas le savoir. Donc voilà, on revient vite fait sur les dernières sorties. Donc Almost Innocent qui a l'air sympa. Après c'est vrai que il faut un peu, comme je disais, un peu s'y connaître et pour permettre de faire de la présélection. Il y a Sushi Boat. Moi je vois, en fait, quand je vois Sushi Boat par exemple, c'est vraiment juste la côté thématique qui me plaît et voir du coup à quoi ressemble le matériel, quoi. En général, il y a des images, si on recherche toujours un peu sur Google. Mais soupe miso, donc pour un peu parler cuisine, c'est toujours aussi sympa. Après, ce qu'il y a en vidéo, il n'y en a pas. En général, alors c'est vrai que je balance beaucoup d'infos pour les gens peut-être qui ne connaissent pas vraiment tout ce côté ludique, mais je vais voir ici si on a l'exemple avec Waterfall Park. Donc Waterfall Park, c'est un jeu réédité, donc à la base il s'appelle Chinatown, et ici Repoprod, donc une maison d'édition belge qui a décidé de le rééditer, donc c'est une de ses dernières sorties, et ici on voit notamment une vidéo, mais en général ce que j'aime bien regarder surtout c'est sur YouTube, c'est les vidéos Ludochrono, donc les vidéos Ludovox, les vidéos Ludochrono pour les gens qui ne connaissent pas, enfin normalement tout le monde connaît. Mais c'est donc les vidéos qui vous expliquent les règles d'un jeu en moins de 5 minutes. Et c'est quand même bien pratique pour avoir ne fût-ce que pas forcément connaître les règles, mais savoir comment avoir un premier aperçu d'un jeu, s'il peut nous plaire ou pas, quoi. Parce que ça, c'est un peu le souci qui peut se présenter. On voit un jeu, on se dit ouais, ça a l'air super. Puis quand on le joue, ça tombe un peu à plat. Donc voilà, moi je regarde souvent ces vidéos là aussi pour me faire un peu une idée de déjà si ça peut m'intéresser moi,
Et après, l'autre chose, comme je disais, c'est est-ce que ça peut être intéressant en atelier. Il y a potentiellement tout peut être intéressant en atelier, ça c'est sûr. Maintenant, l'idée c'est est-ce que j'ai pas déjà un jeu qui ressemble à ça, qui travaille la même chose en atelier. Alors c'est bien d'avoir un peu des variantes et pas finir toujours avec le même jeu. Ouais, il faut un peu de diversité, je pense, et faire un peu découvrir aussi les différents types de jeux aux personnes. Parce que ouais, y a encore pas mal de gens qui ne connaissent pas trop le jeu de société, enfin qui restent au Monopoly ou qui restent voilà, dans les jeux très très classiques, très très basiques. Donc, et alors voilà, c'est ça que je voulais voir aussi. Il y a presque un mois, donc il y a Top 10 Pro qui est sorti. Donc c'est à ma connaissance, je pense, ouais. Après, on peut toujours dire quoi, mais c'est la première fois que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une maison d'édition qui dit on va sortir un truc pour utiliser notre jeu dans le monde professionnel. Et donc Top 10 Pro a voilà, sorti ça. Donc c'est Cocktail Games qui... Mais voilà, Top 10, c'est, pour les gens qui ne connaissent pas, la règle de base, c'est quoi? Donc ça se joue, ben, je crois, jusqu'à... ils mettent jusqu'à 30 personnes carrément. Ah oui, ici pour Top 10 Pro. Mais, et donc l'idée, c'est ça. C'est, il y a une personne qui va tirer une situation au hasard. Et après, en fonction des... Chacun va recevoir un numéro donc de 1 à 10. Et en fonction de la situation, ça va être, bah tiens, je sais pas, vous donner un exemple. Ouais, c'est ça, il faut dire, bah, je sais pas, imaginons un élève, voilà, un élève dans une classe qui casse les pieds, qui arrête pas de faire tout n'importe quoi, qui est vraiment agaçant. Et donc, on va vous demander, tiens, ça va être quoi votre solution pour ça? Et on va dire que 1, c'est la solution la plus gentille et 10, la solution la plus méchante, quoi. Et donc, chaque personne va venir un peu avec sa solution en fonction de son numéro. Donc, le numéro 1 va faire la solution la plus gentille, le numéro 5 va avoir solution mi-gentille, mi-méchante, et le numéro 10 va avoir vraiment la situation méchante. Mais, et donc, là, il y a la personne qui a lu la situation va devoir essayer de dire, ok, toi, tu as le numéro 1, toi, tu as le numéro 2, toi, tu as le numéro 3, etc. Donc ça, c'est Top 10 classique. Et ici, Top 10 Pro, ben, apparemment, c'est le même principe. Sauf que ici, le but, c'est vraiment par rapport à l'animation de réunion, comme il dit ici, gestion de projet, qualité de vie au travail, vie d'équipe. Donc vraiment, ça aspect équipe. Donc il y a le côté, voilà, pousser au dialogue, pousser à la parole, mais de manière ludique, de manière assez marrante. Euh, donc, est-ce qu'il est disponible par exemple sur un magasin comme Philibert? Oui, il est disponible. Et alors, on voit tout de suite ici, voilà, c'est 45 euros. Alors évidemment, pour un jeu comme ça, c'est beaucoup, parce que si on fait hop 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 top 10, si je prends le top 10 classique, il ne coûte que 20 euros. Et donc ça, voilà, on a compris évidemment bah, que du coup, il y avait beaucoup moins de tirages. Ça, c'est ça aussi qui fait monter les prix. Déjà ça. Et puis, surtout, il y a un travail derrière qui est fait quand même parce qu'ils ont dû analyser tout ça. Donc, si on voit par exemple, pour pouvoir évaluer un projet, il faut que ses objectifs soient, compléter la phrase, de l'idée fausse à la vraie bonne idée. Donc voilà. En entretien d'embauche, un candidat vous demande comment est l'ambiance de travail au sein de l'équipe, quel est votre discours, du plus rebutant au plus attractif. Donc voilà, vous allez devoir jouer comme ça par rapport au monde professionnel. Donc ouais, bah, c'est un truc qui va marcher. Hein. En tout cas, en termes de mécanique ludique et tout, bah, Top 10, ça marche super bien. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré ça. Et ici, le réutiliser dans le contexte professionnel, ouais, ça je pense que... En tout cas, en France, en Belgique, c'est un peu... Je sais pas si on va dire plus timide, mais voilà, il y a encore... il n'y a pas autant d'organisations comme en France, mais en France, de ce que je vois sur LinkedIn et compagnie, il y a pas mal de gens voilà, qui utilisent le jeu de manière professionnelle. Et d'ailleurs, il y a hier officiellement le syndicat français des Serious Game Designers qui s'est créé. Donc voilà, ça commence à prendre de l'ampleur tout ça.
l'utilisation du jeu en entreprise, l'utilisation du jeu de manière professionnelle. Donc, euh, donc c'est chouette voilà, que ça commence à évoluer, ça rentre à rentrer dans les mœurs, que l'utilisation du jeu de manière pro et utilitaire, bah, ça peut amener quelque chose d'intéressant. Alors, voilà, moi je suis aussi un peu entre les deux en disant l'utiliser le jeu c'est bien, mais éviter de trop dénaturer le jeu aussi. Moi je préfère quand même prendre un autre jeu que commencer à prendre un jeu et le dénaturer. Changer toutes les règles finalement, voilà, c'est pas intéressant. Le jeu est censé offrir une expérience, quelque chose de, voilà, d'assez unique. Et si on change trop le jeu, on risque de casser cette expérience. Et donc si on dit tiens, j'ai envie que les gens vivent l'expérience du jeu, voilà, bah, Top 10 Pro par exemple, mais que si je commence à changer les règles du Top 10 Pro, bah, les gens vont pas vivre l'expérience d'un Top 10 quoi. Et donc c'est ça qu'il faut éviter quand on utilise des jeux, c'est de trop les dénaturer, et vaut mieux bah, prendre un autre jeu quoi. Donc voilà, j'essaie de défendre un peu ces aspects-là. Au moins, voilà, vaut mieux essayer de préserver au maximum un peu la magie du jeu, l'expérience que le jeu veut offrir. Parce qu'il y a quand même un travail d'édition, un travail d'auteur ou d'autrice derrière. Il y a quand même du boulot pour offrir cette expérience-là. Et donc, c'est comme si on allait au restaurant et que, voilà, imaginons que c'est un restaurant japonais et qui veulent vous offrir, bah, du coup, une expérience japonaise culinairement parlant, et vous demandez un steak frites, quoi. Voilà, vous aimez bien le steak frites, d'accord, mais aller dans un resto qui fait des steak frites, quoi. N'allez pas dans un resto japonais pour le coup. Donc, là, pour le resto, ça semble logique, mais pour les jeux, ça semble moins logique pour les gens qui se connaissent pas trop. Donc, euh, donc voilà, déjà, rien que par rapport à ça, c'est une première chose. Donc, parce que voilà, j'essaye de défendre le jeu comme notamment ben, quelque chose d'artistique, de culturel. Et donc, vous voyez ici, par exemple, il y a derrière les maisons d'édition, mais il y a un auteur qui s'appelle Aurélien Picolet et une illustratrice qui s'appelle Laura Michaud. Et donc voilà, il y a des gens qui travaillent derrière ces petites expériences-là. Et donc c'est intéressant de s'intéresser du coup à ce qu'ils font, aux expériences qu'ils veulent offrir et pourquoi ils veulent offrir ces expériences. Moi j'aime bien, j'adore le côté des anecdotes. Voilà, c'est des gens qui ont peut-être un background totalement différent. Ouais, de toute façon, auteur de jeu, on n'en vit pas avec un jeu. On en vit quand on en fait beaucoup. Donc, euh, donc c'est toujours intéressant de savoir c'est quoi leur métier de base, c'est quoi leur formation initiale. Et souvent, c'est ça qui les inspire en termes de thématiques. Voilà, les aventuriers du rail, si vous connaissez, bien évidemment, voilà, c'est un passionné de train qui est à la base. Si je parle ici pour la Belgique, l'exemple que je connais le mieux, c'est évidemment Bruxelles, qui va bientôt ressortir. Il était à Essen, là. Donc le jeu Bruxelles 1893. Voilà, c'est parce que l'auteur de jeu était Froment est architecte de formation, et donc la thématique de l'art nouveau, ça lui parlait énormément. Et donc, à travers son jeu, il y a moyen de voilà, découvrir un peu l'art nouveau. Et je trouve que le fait d'avoir eu son explication, le fait de savoir un peu son parcours, donne une autre dimension, une autre perspective d'intérêt, en tout cas pour le jeu. Je vais vous le montrer ici. Comme on parle, hop, d'un autre jeu. Hop, hop, hop. Voilà. Bruxelles, belle époque. Donc, c'est Bruxelles 1893 plus une extension. Et donc, c'est de Étienne Escremant et Amo Illustration. Amo Illustration, voilà. Donc, on voit que c'est quand même belle qualité, rien que lu. Et ce qui est, voilà, pour les gens qui sont sur Bruxelles, qui connaissent un peu, Amo Illustration, c'est aussi la personne qui fait toutes les élus de la brasserie de la Mule. Donc, une petite brasserie qui est de côté de Scarbeck. Et donc, il a fait le design de la brasserie de la Mule. Et on voit notamment les canettes qu'on retrouve parfois dans des cafés et autres. Voilà, tous ces designs, c'est lui, c'est Amo. Et donc, il y a un détail de fou sur tous ces dessins. Il y a une précision de fou, des couleurs. Voilà, c'est une patte graphique qui est quand même assez exceptionnelle, j'avoue. Moi, je trouve très très jolie.
Donc voilà, rien que ça, déjà, c'est quand même intéressant, rien qu'à l'œil. Et puis voilà, la qualité de jeu, l'art nouveau, ouais, il y a quand même, voilà, il y a de la réflexion, quoi. Et, euh, et alors, je connais pas assez bien le jeu pour l'instant, parce que j'ai envie de voir comment il joue, notamment avec l'extension. Il est quand même parti de 14 ans, donc on se doute que enfin, il y a quand même une certaine expertise derrière le jeu. Mais ce qui est chouette, c'est ça permet justement voilà, d'aborder une thématique d'art, qui est ici l'architecture, l'art nouveau en particulier. Donc, les gens qui connaissent un peu, c'est Victor Horta, ici surtout à Bruxelles. Et je vais remettre comme ça en gros parce que c'est beau. Et donc, moi, par exemple, en atelier, je vais me dire, tiens, peut-être que le jeu, en termes d'expertise, est un peu lourd. Donc, je vais pas utiliser peut-être ça pour un premier atelier avec des gens. Mais si je dois, par exemple, parler d'art, faire le lien entre le jeu de société et d'autres formes d'art, c'est clair que ça, c'est un jeu que je vais vouloir sortir, quoi. D'une part, parce qu'il y a l'illustration. Rien que ça, ça vaut la peine. Et d'autre part, parce que ça amène aussi à parler d'art nouveau. Et donc, comment parler de thématiques artistiques à travers le jeu de société, sachant que lui-même est un art pour moi, ça peut vraiment être utile, quoi. Et il y a des centres culturels qui existent, notamment sur Bruxelles, et c'est un peu leur job aussi voilà, d'amener les gens vers l'art. Et, euh, et des fois, oui, c'est ça, quand les gens vont pas vers l'art, autant que l'art aussi vienne vers eux. Et pour moi, le jeu de société permet vraiment de faire ce chemin-là, d'amener un peu de l'art vers les gens, quoi. Parce c'est toujours le même public qui visite les musées, c'est toujours les mêmes publics qui profitent des, euh, des offres artistiques, en fait, au final. Mais le jeu de société, c'est vraiment le truc qui peut aller vers les gens. Et donc, je trouve ça très intéressant d'utiliser ce média-là, ce médium-là, pour aller vers les gens, pour rentrer en dialogue avec les gens et pour voilà, parler de thématiques que eux ou nous, on n'a pas forcément l'occasion de parler. Voilà, donc moi je trouve en tout cas l'idée de l'utiliser en atelier comme ça est très, très pertinente. Et quand on a une qualité comme ça, à la fois de jeu et d'illustration, franchement, voilà, c'est le top du top, quoi. Euh, en tout cas pour moi, en termes d'utilisation pour l'atelier, pour un atelier culturel, c'est vraiment pertinent. Donc voilà, ça c'est un peu pour ce que j'avais suivi. Hop, on va revenir un peu. Et alors, dans les prochainement, alors ici tous les sorties. Alors je vois qu'il y a pas mal de puzzles qui sortent, mine de rien. J'ai l'impression qu'il y a un renouveau du puzzle qui arrive. Il y a même des concours de puzzle et tout. Et c'est très intéressant de voir aussi un peu c'est quoi les stratégies des gens. Il y a des gens qui, évidemment, majoritairement vont peut-être commencer par les bords. C'est parce que ça paraît le plus évident, mais il y a quand même des gens qui commencent des fois à partir par le milieu, par un dessin qu'ils ont vu qui est particulier, qui ne se retrouve pas ailleurs et tout. Donc voilà, mine de rien, il y a, il y a vraiment de tout, quoi. Et donc voilà, on voit ici les prochaines sorties. Alors il y a pas mal de rééditions. Ici on voit par exemple Welcome to Your Perfect Home. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc tout dans une boîte, donc sans doute voilà, l'édition collector qui peut faire Welcome to plus les extensions. Donc c'est bien pour les gens effectivement qui ne l'ont pas encore. Donc c'est chez Blue Cocker, c'est de Benoît Turpin, c'est Anne Heidsieck pour l'illustration. Et donc Welcome to, c'est un peu ce que j'explique, c'est un peu un bingo 2.0. Et quand vous avez effectivement des gens, ici ça peut s'adresser par exemple peut-être à un public, je ne vais pas dire personnes âgées forcément, mais alors, voilà, pour les personnes âgées qui ont l'habitude de jouer au bingo, ici ça peut être aussi un chouette jeu finalement, voilà, pourquoi pas en maison de repos, pour la retraite et compagnie, ou même en intergénérationnel. Pourquoi? Parce que donc, alors est-ce qu'on a des images? Non, on n'a pas encore des images, mais par exemple, avec ce jeu, donc comme je dis, c'est pour expliquer la mécanique, au fur et à mesure, on va, donc ça s'appelle flip and write. Pourquoi le côté flip? C'est on va révéler des cartes, et c'est des cartes avec des numéros, et vous avez votre petite fiche avec toutes vos maisons, et vous allez devoir, idéalement, créer une liste, enfin, mettre un chiffre sur vos maisons, et idéalement, ça doit être dans un ordre croissant. Donc vous avez une première rangée, je sais pas, de
j'ai oublié, mais genre de 6 maisons, puis vous avez une rangée de 10 maisons, et puis vous avez genre une rangée de 15 maisons. Hello, hello, merci. Merci Zizou. Donc je me doute bien que avec un Zizou 63 c'est merci maman. Ben oui, je fais un petit passage Twitch parce que je me dis que il y a pas grand monde en fait sur Twitch dans le milieu professionnel. Donc why not? Ça se tente. Il y a beaucoup de gens qui font des podcasts. Moi je préfère faire des vidéos parce que ça permet de montrer des images et tout. Plus interactif aussi le dialogue avec les gens. Donc voilà, merci du follow et bienvenue sur la plateforme Twitch. Comme ça, si tu découvres aussi des jeux, voilà, c'est peut-être des jeux que j'ai déjà, donc me les achète pas, merci. mais donc, voilou. Donc, comme je disais, voilà, Perfect Home, donc Welcome to, c'est donc un bingo 2.0. Ça peut jouer vraiment jusqu'à 100 personnes facilement, en fait, puisque tout le monde joue avec les mêmes... tout le monde a son plateau individuel et tout le monde va jouer avec les mêmes cartes. Et donc, ben voilà, l'idée, c'est de pouvoir construire ces maisons en mettant dans l'ordre croissant les chiffres. Et c'est surtout que des fois, ben, on peut gagner des points supplémentaires si genre il y a des trucs avec des piscines, enfin voilà, des trucs comme ça. Et ça dépend aussi des extensions. Donc voilà, l'idée, c'est d'engranger du coup le plus de points. Et évidemment, ben, ça dépend des chiffres qui sortent hein, et d'anticiper un peu les chiffres qui vont sortir. Donc voilà, c'est un peu comme je disais un bingo, sauf que c'est nous qui créons finalement notre ligne de bingo quoi. Donc c'est assez simple. Il y a dans la boîte de jeu, il y a la fiche à remplir, mais il existe aussi notamment une application et c'est bien pratique parce que du coup ça vous calcule automatiquement les points. Si vous voulez pas à chaque fois tout noter avec votre petit crayon de papier et faire vous-même le calcul, avec l'application c'est quand même bien pratique. Donc voilà, petit bingo qui se joue ici, mais jusqu'à 6, mais en gros, vous pouvez 10 personnes, 100 personnes, ça changera pas grand-chose, quoi. Donc, c'est juste que si vous faites 100 personnes avec le papier, il vaut mieux avoir fait quelques photocopies quand même. Mais donc voilà, pour les gens qui ne l'auraient pas, franchement, je pense que c'est quand même un classique à avoir. Welcome to, moi j'ai la version de base. Donc, je crois que ça vaut la peine. Il y a Challenger aussi, standalone, donc on pourrait presque dire c'est Challengers 2 qui sort. Il est compatible avec le premier Challenger, ça pour les gens qui ne connaissent pas Challengers. Ce que j'aime bien et pourquoi ça marche beaucoup, ça va jusqu'à 8, donc c'est quand même pas mal. Et alors c'est des duels, et c'est des duels qui reprend à la fois la mécanique de jeu de bataille et les mécaniques de deck building. Donc, en gros, vous avez votre première manche, vous avez chacun son même petit tas de cartes, vous mélangez et au fur et à mesure des cartes qui sortent, soit vous gagnez la bataille, soit pas. Sauf que après, évidemment, vous allez pouvoir, au fur et à mesure des manches, constituer votre paquet de cartes et donc choisir des cartes que vous allez rajouter dans votre paquet, ce qu'on appelle le mécanique de deck building, et évidemment d'essayer d'avoir un paquet de cartes qui va vous avantager, qui va vous permettre de gagner les duels. Et donc la mécanique de bataille, tout le monde connaît. Hein, c'est simple, on prend la carte du dessus et on la dépose, donc rien de foufou. Mais avec la mécanique de deck building, du coup il y a un peu de réflexion qui vient. Et voilà, il ne faut pas faire finalement n'importe quoi, il faut un peu réfléchir à quelle carte on va choisir, quelle est la stratégie qu'on va décider de mettre en place, quoi. Et donc moi c'est ce que j'appelle les jeux de transition, Challengers notamment, c'est les jeux qui prennent une mécanique que tout le monde connaît, genre voilà, jeu de bataille, rien de fou, et qui amène un peu vers une autre mécanique à découvrir, genre le deck building, donc comment construire un paquet de cartes pour essayer d'être plus fort, quoi. Et donc le premier jeu a super bien marché, et je pense d'ailleurs qu'il a gagné un prix, je vais pas de bêtises, il a pas gagné le Spiel ou un truc comme ça. Statistique, non, pas statistique. Je ne sais même plus. Il me semble qu'il a gagné. Ah ouais, voilà. Il a gagné jeu initié l'As d'or et il a gagné le Kennerspiel, donc le jeu expert. Donc double victoire pour Challengers, quoi. Donc c'est One More Time Games, Zeman Games, Johannes Krenner et Marcus Slavicek comme auteur de jeu, et c'est Jeff Harvey à l'illustration. Donc
Donc voilà, chouette jeu pour les gens, voilà, qui vraiment simple, pas très compliqué. Voilà, il y a plein de types de cartes et tout. Voilà, l'illustration un peu enfantin. Mais voilà, c'est pour plaire à plus grand nombre aussi, c'est à partir de 8 ans, donc c'est vraiment, on peut jouer en famille, entre amis et tout, il y a parfait pour les barrageux aussi, voilà, comme c'est quand même jusqu'à 8, c'est quand même pas mal. Donc ça se joue assez rapidement, il y a le fait que ce soit des mini-duels comme ça, ben, voilà, l'avantage c'est qu'on peut perdre un duel et gagner les autres et revenir dans la partie, donc c'est ça qui est quand même qui est chouette. J'aime pas trop quand, une fois qu'on a perdu, ben, après c'est foiré. Donc, euh, donc voilà. Donc ça c'est pour les petites sorties que moi personnellement je vais suivre. Euh, Après il y en a encore plein, hein, mais voilà, ici c'est pour faire, comme je disais, un peu de veille ludique. C'est voir un peu les sorties. Le nouveau Micro Macro aussi. Très chouette Micro Macro. Oval Maniacs. Alors ça serait juste pour moi parce que ça parle de rugby. Et comme j'adore le rugby, je suis curieux de voir ce que ça va être. Parce qu'il y a déjà une vidéo dont il n'y a pas de vidéo. Donc bah oui, souvent un jeu de joueurs, un jeu sportif comme ça. Donc à voir si le jeu est de qualité. Donc voilà, ça c'était un peu... Oh, je me suis vraiment concentré sur le jeu de société. Sinon, pour le jeu vidéo, alors j'ai oublié le nom du site, je vais mettre des jeux vidéo indépendants. Hop. Il y a un site, si vous ne connaissez pas, pourquoi il me... Non, je veux pas du tout Indiana Jones, je comprends pas. Je pense que, voilà, c'est ici, hop, Itch.io. Voilà, Itch.io, donc c'est en anglais. Mais il y a blindé de jeux qui sont de jeux indépendants. Et franchement, là, je ferai peut-être un live spécial jeux vidéo. Euh, Parce que peu de gens connaissent tout ça en fait. Tout le monde connaît les gros blockbusters en jeux vidéo, genre Mario, Zelda, voilà, Call of Duty, enfin tout ce qu'on voit finalement à la télé quoi. Tout ce qui est un peu Nintendo et ouais, maintenant ici c'est Fortnite, Minecraft, Rocket League. Et évidemment le fait qu'il y ait des tournois, bah, ça aide à populariser. C'est aussi les jeux qui sont beaucoup streamés sur Twitch. D'ailleurs si on va sur Twitch maintenant, hop hop, je vais retourner sur Twitch. On va regarder hop en direct. Voilà, c'est quoi parcourir. Voilà, les chaînes. Alors, on a League of Legends, voilà. Assassin's Creed Mirage qui vient de sortir. Je vais en toucher un mot aussi. Minecraft, voilà. Valorant, encore un jeu de tir. World of Warcraft qui continue à exister malgré l'âge. Donc, le FIFA 24, voilà. Il y a vraiment finalement les gros classiques, quoi. Finalement, tous ceux qu'on voit partout, comme je disais, voilà, Super Mario. Cyberpunk aussi qui vient de revivre avec son nouvelle extension. Donc voilà, il y a vraiment que les gros blockbusters et il y a très rarement des jeux indépendants, voire jamais. Donc ça, je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a quand même des pépites dans ces petits jeux et on peut les utiliser de manière pédagogique. Donc un jour, je ferai peut-être une émission rien que là-dessus, sur un peu les pépites qui existent pour les jeux vidéo pédagogiques, ou alors comment on peut utiliser de manière pédagogique. C'est surtout ça aussi. Donc, euh, donc voilà, ça c'est juste pour vous présenter le site, donc itch.io. Euh, Ici, ouais, c'est en anglais, et donc voilà, il y a même des jeux gratuits. Si vous voulez le faire, voilà, c'est souvent des jeux courts, hein, des jeux simples. Voilà, fun games, voilà, qu'on a envie de pas se prendre la tête vraiment. Des jeux indépendants, voilà, en général c'est pas très très cher non plus. Faut voir après ce que ça vaut quoi. Mais ça je pense, ouais, je pense vraiment que je ferai une émission spéciale jeux vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire. Par exemple aussi, si vous connaissez Epic Games, donc c'est un peu, il y a des grandes plateformes de téléchargement de jeux. Il y a Steam qui est très connu et l'autre c'est Epic Games. Et Epic Games notamment propose tous les mois, non pas tous les mois, pardon, toutes les semaines, un mini-jeu, un ou deux mini-jeux gratuits.
Et parfois c'est des jeux pas ouf quoi. Mais parfois c'est de bons petits jeux quand même qui ont bien coté et qui peuvent être utilisés de manière pédagogique. Par exemple, il y avait un truc comme ça il y a un jeu où il faut construire des ponts. Mais voilà, il faut avoir quand même un côté un peu physique et architecture parce on va pas juste mettre une planche comme ça, sinon ça va pas tenir parce que le but c'est que je sais pas, c'est des camions qui puissent traverser. Et donc si on met juste une planche, en fait ça va pas tenir. Il faut vraiment des structures qui renforcent le tout. Mais du coup, ça demande à réfléchir sur comment on crée une structure solide, comment on crée un pont et tout ça, quoi. Et donc, pour des cours un peu liés à la physique, par exemple, c'est aussi assez intéressant d'utiliser ça. De dire, tiens, quel calcul on a besoin de faire pour savoir si un camion peut traverser un pont ou pas, quoi. Quelles planches on a besoin de mettre, combien de planches, comment on doit les mettre. Enfin, voilà, c'est tous ces petits aspects-là, c'est, euh, voilà, ça peut être utilisé de manière pédagogique. Donc, message que je dis, une émission spéciale jeux vidéo. Mais donc voilà, c'est une des manières aussi de suivre un peu qu'est-ce qui sort en jeu indépendant. Après, pour les gros jeux, c'est pas difficile. On tape juste sortie jeux vidéo et pour les gros sites en général, ils vont nous dire un peu les sorties pour les gros jeux, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment plus difficile de suivre les petits indépendants. Il faut vraiment connaître les petites maisons d'édition. Puis il y en a qui font juste un jeu pour le plaisir de faire un jeu. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et alors ici notamment, il y a parfois aussi du jeu de rôle, si je ne dis pas de bêtises. Moi il me semble avoir déjà vu en tout cas aussi du jeu de rôle. Il y a des jeux de rôle gratuits qui existent. Il y a des jeux de rôle payants mais pas chers. En général c'est juste en PDF. Du coup comme on n'achète pas le livre en soi ça coûte moins cher aussi. Je vais voir RPG. Voilà. Il y en a quand même. Donc ici malheureusement tout est en anglais. Faudrait que je trouve un peu l'équivalent en français, ce serait quand même bien pratique. Mais voilà, il y a des jeux de rôle voilà, faits par des fans ou des professionnels et vraiment sur tout et n'importe quoi. Ici, on voit Hogwarts Express pour un peu s'inspirer d'Harry Potter. Mais il y en a tous les univers différents, il y en a plein des. C'est énorme, énorme, énorme. Donc, il y a vraiment de quoi faire, quoi. Moi, ils avaient fait ce que j'appelle un bundle à un moment donné. Donc, il y avait moyen d'acheter pour quelques euros toute une flopée de, de jeux de rôle. Donc, j'en ai acheté, je sais plus, une centaine, un truc comme ça. Parce que ça coûte pas grand chose, quoi. Pardon. Et voilà, des jeux vidéo aussi indépendants, quelques centaines. Un bundle, c'est un groupement de jeux pour un prix totalement médiocre, quoi. Donc ici, par exemple, pour $60, vous avez l'équivalent de 120 jeux. Donc c'est énorme, quoi. Donc, et du coup, on ne sait plus quoi faire avec tout ça. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse jeux vidéo. Ça fait déjà quand même minimum 1 heure qu'on est déjà en live. Mine de rien, ça passe vite. Et donc voilà, s'il n'y a pas de gens pour l'instant dans le chat qui ont une petite question, on va passer à voilà, le sujet de société. Alors, santé mentale. Alors moi, je vais aller sur le site de la RTBF pour ça. RTBF, tac. Donc ici évidemment on a un peu tout et n'importe quoi. C'est marrant, on parle justement il y a RTBF XP si vous aimez justement le jeu vidéo. Ils ont une chaîne Twitch aussi. Et là ils parlent effectivement de Gollum qui est le jeu sur Seigneur des Anneaux, le personnage de Gollum qui était un gros échec.
Donc il est obligé de s'excuser. Et en plus il s'excuse avec une intelligence artificielle, donc vraiment pas mal à mal à mal. Bref, donc je voulais revenir sur ça. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de... Hop, hop, hop. Non, je veux d'abord... Hop, santé mentale. Je vais regarder ici. Bon, santé mentale. Hop. Parce que hier, c'était la journée internationale. Oh, super, ça marche pas du tout. Le truc recherché. Bon, bref, là, je vais devoir chercher sur Google parce que ça marche pas. RTBF, santé mentale. Tac. Alors, mot-clé santé mentale. Tac. Pourquoi? Alors, comme je disais, hier, c'était la journée internationale pour lier à la santé mentale. Donc, du coup, à la RTBF, comme c'est un peu une semaine qui est dédiée à tout ça, ils font plusieurs articles sur ce sujet qu'est la santé mentale. Alors, je ne veux pas m'étendre hyper dans les détails, mais donc effectivement, la santé mentale, ça touche énormément de personnes. D'après les dernières statistiques, on est quand même à largement plus d'une personne sur 10. On s'approche même des... Avec l'augmentation, si l'augmentation reste pareille, on va bientôt atteindre les 2 personnes sur 10, donc une personne sur 5, quoi. Pareil pour le burn-out, donc les gens qui sont en incapacité de travail. D'après les statistiques, il y a encore quelques années, je crois que c'était un tiers des personnes, on a dépassé ça, maintenant on a 4 sur 10, donc 4 dixièmes. Donc c'est 40% de gens qui sont en incapacité de travail pour cause problème de burn-out ou dépression. Donc c'est énormissime, quoi. Et donc voilà, la santé mentale, ça regroupe beaucoup de sujets. Ce qui touche beaucoup de gens, principalement, c'est la dépression et l'anxiété, pour blindé de raisons aussi différentes. Ça dépend des parcours de vie, son environnement. Enfin voilà, il y a plein de choses qui jouent en fait sur sa santé mentale. Et comme c'est pas quelque chose qu'on se dit, bah tiens, j'ai un rhume, je vais voir mon médecin. Notre tête, elle nous dit pas, tiens, t'es en train de faire une dépression, va voir le psy, quoi. On se rend pas compte de tout ça. On se rend pas compte de nos émotions. On se rend même pas compte que si on n'a jamais fait de crise d'angoisse, quand vous faites une crise d'angoisse, vous n'avez aucune idée que vous êtes en train de faire une crise d'angoisse. Vous pensez juste que vous faites un malaise, que vous n'avez pas assez de sucre, que si, que là, ou n'importe, mais voilà, vous comprenez pas ce qui vous arrive, quoi. Il faut juste à un moment donné que quelqu'un vous dise vous êtes en train de faire une crise d'angoisse pour vous dire ok, c'est ça une crise d'angoisse. Donc c'est hyper important du coup d'en parler parce que ça touche finalement tout le monde, quoi. Comme vous avez l'occasion que je disais, de faire un rhume, avoir une grippe, à un moment donné, vous êtes peut-être confronté aussi à des épisodes dépressifs, sans tomber pleinement dans la dépression, mais voilà, des épisodes dépressifs et qui ont besoin d'être traités. C'est comme une petite blessure qui pourrait s'infecter en fait. Et donc, vaut mieux prendre ses précautions et parfois, effectivement, faire ce qu'on appelle une thérapie brève avec une psychologue. Un peu s'exprimer, mettre des mots sur ses émotions, pouvoir un peu les sortir et pouvoir un peu se soulager. Et après, évidemment, ici, si c'est déjà un suivi particulier, mais l'idéal, c'est aussi que dans l'environnement qu'on baigne, notamment l'environnement de travail, il y ait des choses qui soient mises en place pour éviter justement que c'est-à-dire que ces blessures s'infectent ou carrément qu'on crée les blessures. Donc il faut quand même des zones de décompression. Voilà, il faut éviter que le travail, notamment, soit, soit pénible psychologiquement. Donc il y a plein de choses en fait, à mettre en place. Il y a quand même en Belgique une loi sur le bien-être au travail. Et ce qui est très important dans cette loi, de mémoire, je crois que c'est même mis textuellement, mais c'est le travail qui doit s'adapter à la personne. Et c'est pas la personne qui doit s'adapter au travail. Donc, si à un moment donné le travail est trop dur, il faut que le travail soit soulagé, en tout cas. Pour que on soulage le travail de la personne. Pour qu'elle puisse justement un peu récupérer, des choses comme ça. Donc, sauf que ça se fait assez rarement. Donc, au mieux, on va peut-être au mieux déplacer la personne.
pire, voilà, ça va être le licenciement, mais ça va être surtout le risque finalement de tomber en incapacité de travail. Ça, c'est quand même la chose qu'on veut éviter. En fait, personne n'est gagnant quand on tombe sous incapacité de travail. Déjà la personne qui tombe malade, évidemment, en premier lieu. Puis voilà, pour l'employeur, c'est pas avantageux non plus. Donc personne ne gagne en fait avec cette idée de ne pas améliorer les conditions de travail. C'est du win-win de le faire. Donc il y a encore, mais malgré tout, il y a encore énormément de chemin à parcourir parce que voilà, il y en a qui sont encore dans des vieilles façons de travailler, voilà, des façons d'être c'est même pas des leaders quoi, des façons d'être des petits chefs et finalement voilà, de jamais dans quelque chose de collaboratif et toujours imposer sa façon de faire et en fait ça marche pas du tout hein, ce genre de choses. Voilà, c'est dans un environnement de travail, voilà, à part ça, peut-être même en cuisine et tout, c'est vrai que voilà, il y a une hiérarchie et chacun doit être à son poste et doit faire les choses, mais même avec tout ça, il y a un minimum à respecter en fait, quoi. Donc on traite pas les gens comme des chiens, voilà, aucun poste ne justifie ça, quoi. Donc voilà, ça c'est le petit aparté, bref. Donc, ici, par exemple, pour regarder un peu ce qui se fait, je découvre avec vous, de toute façon, ici Psy-Jeunes à Charleroi, donc des consultations gratuites pour les jeunes de 0 à 25 ans. Alors, je vois mal un bébé quand même arriver à ça. Bref, pour l'expression d'un bébé, ça va être plus du parental, du coup, on va voir, peut-être une relation parent-enfant. Mais donc, ça, c'est quand même intéressant de dire que jusqu'à 25 ans, on pouvait consulter un psy gratuitement. Et vu que la santé mentale, ça touche pas les gens après 30 ans hein, non plus, donc c'est touche vraiment tous les âges, autant en profiter. Autant en profiter de ces consultations gratuites. Vous n'avez absolument rien à perdre si vous allez consulter un psy ici. En plus, c'est dédié pour les jeunes. Donc voilà, c'est organisé apparemment par le CPS de Charleroi. Donc voilà, Psy Jeunes, franchement, si vous connaissez, voilà, vous êtes dans la région de Charleroi et vous connaissez des jeunes potentiellement en difficulté, c'est une chose à proposer. 12 séances, c'est quand même pas mal. Voilà, quand on a justement, comme je dis, des épisodes dépressifs et tout, 12 séances, pas mal. Quand c'est une grosse dépression, 12 séances, ça passe très vite et on va peut-être vouloir plus. Mais voilà, en fait, il y a tout un travail d'éducation à la santé mentale qu'il y a à faire. Comme je dis, déculpabiliser et prise de conscience, quoi. Parce que santé mentale, malheureusement, il y a encore beaucoup de stéréotypes derrière ça. Il y a l'image de faiblesse, voilà, qui joue beaucoup. On serait faible parce qu'on a un problème de santé mentale, on n'est pas faible parce qu'on a une grippe. Hein, donc on peut... on est faible physiquement sur le moment, mais on n'est pas faible psychologiquement parce qu'on a une grippe, et donc on n'est pas forcément faible non plus psychologiquement parce qu'on a un problème de santé mentale. C'est juste que, voilà, il y a des moments où c'est juste too much pour soi, quoi. Et le problème, c'est ça, c'est quand on n'en parle pas, on n'est pas conscient de ce qu'on a en santé mentale. Un rhume, c'est évident, mais quand je vous dis que vous faites une dépression ou vous avez des troubles anxieux, si vous n'avez jamais connu ça et qu'on vous en a jamais parlé, vous êtes incapable d'identifier ce que vous avez en fait. Et donc, vous allez avoir, par exemple, une crise d'angoisse, le cœur qui bat super vite. La première chose que vous allez vous dire, vous avez un problème au cœur. Et donc, les médecins vont vous faire plein d'examens pour savoir si vous avez un problème au cœur. Et en fait, non, c'est une crise d'angoisse, quoi. Et il y a du coup des diagnostics qui viennent tard. Et du coup, le psychologique vient aussi, le travail psychologique vient aussi très tardivement, quoi. Donc voilà, je pense que c'est en train de se décanter un peu. C'est en train, parce que déjà ici parler de santé mentale pendant une semaine, c'est assez récent. J'avais pas vu ça avant. Aux États-Unis et au Canada, là, ils ont carrément un mois consacré à la santé mentale. Je pense qu'un mois, ce serait pas plus mal aussi que ça passe ici, même s'il faudrait faire ça toute l'année. Mais donc voilà, c'est des problèmes que tout le monde risque de rencontrer, qui sont, voilà, finalement devenus un peu trop, pas dire évident, mais voilà, on a tous nos épisodes de stress, on a tous nos épisodes dépressifs, et il faut éviter que ça aille jusqu'à une incapacité partielle ou complète. Et donc c'est plus tôt on agit, mieux c'est, quoi.
Et si on fait de la prévention, déjà on évite ce genre de blessures psychologiques. Et s'il y a l'aide qui est là derrière, ben voilà, si on a conscience qu'il y a un problème, c'est plus facile aussi d'y intervenir, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et alors, ce service, 4 autres CPS bénéficient. Voilà. Donc apparemment, il y a aussi à Liège, Bruxelles, Anvers et Gand. Donc, ça veut dire que dans ces grandes régions-là, il y a aussi une possibilité de bénéficier de ça pour les jeunes de 0 à 25 ans. Donc ça, je trouve ça très cool. Et si j'ai l'occasion de rencontrer les jeunes, ou les gens qui sont en contact avec des jeunes, je n'hésiterai pas à leur dire. D'ailleurs, ça me fait penser, parce que c'est vrai qu'on voit Liège, Bruxelles, Anvers, Gand, ici Charleroi, donc des grandes villes. Par contre, je ne sais pas s'il y a un lien entre problèmes de santé mentale et côté urbain ou rural. Faudrait un peu étudier ça, s'il y a un côté comme ça. Mais bon, on sait que voilà, il y a quand même des agriculteurs aussi qui sont en dépression liée au travail et des choses comme ça. Ouais, il faut parfois peut-être un peu cibler aussi par rapport au- ouais, des conditions de travail particulières, parce que l'agriculteur, on est plus en solo. Et voilà, même si dans la région, bah, des fois, il y en a pas forcément tout près. Et donc, ouais, des fois, il faut peut-être psy qui peut se déplacer pour ce public-là. Qui sait, enfin voilà. C'est, mon esprit commence à aller un peu n'importe où. Mais donc voilà, santé mentale, moi j'en parle parce qu'il faut en parler. Donc, ici, ben voilà, on voit ici que en Belgique, un jeune sur 6 souffre d'une maladie mentale selon l'UNICEF. Donc le suicide, la deuxième cause de décès, c'est 15-29 ans, donc c'est énorme. Donc c'est alarmant en fait. Voilà, il faut vraiment qu'on s'occupe de tout ça, quoi. Voilà, 16,3% des enfants et jeunes de 10 à 19 ans. Donc s'ils sont dans les grandes villes comme Liège, Bruxelles, Charleroi, Anvers et Gand, bah, c'est le moment de leur dire vous pouvez profiter de ça. Maintenant, c'est difficile à 10 ans de le savoir et c'est aussi à les parents être informés du coup, quoi, de ces possibilités-là et de dire tiens, finalement, c'est quoi le problème de santé mentale. Et évidemment, souvent dans ces cas-là, si on n'a jamais été confronté à un problème de santé mentale, c'est hyper difficile du coup de l'identifier chez les autres aussi. À moins qu'on soit un professionnel de la fonction, mais c'est ça pour ça qu'il y a un besoin général d'être informé. C'est quoi le problème enfin, c'est quoi la santé mentale et quels sont parfois les symptômes physiques, parce que c'est souvent ça. C'est le corps qui parle un peu à la place de la tête. Et donc, comme je disais, souvent c'est les crises d'angoisse, voilà. Mais c'est le cœur qui bat vite, les malaises, les vertiges, voilà, tous les petits signes comme ça. Et quand vous savez pas, ben oui, vous dites juste vous êtes malade, mais en fait, tout ça c'est psychosomatique, c'est dans la tête. Et il faut pouvoir soigner tout ça, quoi. Donc ici, ben, un jeune sur 6, voilà, c'est beaucoup. Et donc, comme je dis, voilà, on voit une augmentation des demandes de consultation, mise au point, diagnostic, hospitalisation, surtout depuis la sortie Covid. Bah oui, Covid, effectivement, là, ça n'a pas amélioré. D'ailleurs, c'est la seule fois où vraiment j'ai eu l'impression qu'il y a eu un intérêt vers la santé mentale. C'était pendant le Covid. Le côté santé mentale, bah oui, parce que devoir rester chez soi tout le temps, c'est lourd. Ne pas pouvoir sortir de chez soi. Donc là, les gens ont commencé à se dire, ouais, à sentir ben là l'aspect dépressif, quoi. Cette tristesse un peu dure à supporter au quotidien parce qu'on ne pouvait pas sortir, on ne peut pas profiter des mêmes petits plaisirs de la vie, d'aller à un resto, voilà, même des fois une balade, c'était un peu difficile ou quoi. Et en fait, c'est là qu'on a ressenti les besoins. Alors, un des rares effets positifs du Covid, c'est que les gens ont redécouvert le jeu de société aussi à ce moment-là, en disant tiens, c'est l'occasion de s'occuper, et donc le jeu de société était parfait pour ça. Mais c'était un des vraiment seuls points positifs, quoi. Et c'est vrai que voilà, ça a abîmé la santé mentale de beaucoup de gens. Et est-ce que c'est une bonne chose dans le sens où bah, maintenant tout le monde il y a plus de gens qui savent maintenant ce qu'est la santé mentale, et de voir une augmentation. Alors pour le secteur, ça veut dire bah, besoin de plus de subsides, plus de moyens, ça c'est évident.
Mais ce qui veut dire une augmentation, c'est surtout que peut-être pas forcément plus de malades, mais aussi plus de gens qui acceptent d'aller consulter. Et ça, c'est aussi un progrès qui doit être mené. C'est se dire un peu déculpabiliser de tout ça et d'amener à cette prise de conscience-là qui c'est pas. Que je dis, hein, vous avez un gros rhume, ouais, quelque chose de difficile physiquement, vous allez voir votre médecin. Et quand quand c'est lié au psychologique, vous allez voir un psychologue. Hein. En fait, ça doit devenir un peu une évidence. Quoi. Donc, mais voilà, il y a tout un travail à mener par rapport à ça, aux moyens à mettre en place et tout. Mais parce qu'il faut vraiment augmenter les moyens. Voilà, si vous allez par exemple à la clinique du stress, ici, je crois que c'est à côté d'Erasme, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus, ou Bruckmann, bref, les cliniques du stress, ils sont en général débordés. Si vous voulez prendre un rendez-vous, vous n'avez pas de rendez-vous avant plusieurs mois, quoi. Donc ça montre bien qu'il y a un gros souci, gros problème, et que du coup, il faut plus de moyens par rapport à ça pour engager plus de gens, psychologues, psychiatres, pour pouvoir gérer tout ça, quoi. Donc ici, voilà, on voit en tout cas que il y a beaucoup de jeunes qui en souffrent, et pas que les jeunes. Il y a la pandémie qui a joué un rôle malheureusement dans ça, et vous voyez, comme je disais, pénurie de psychiatres, manque de moyens. Voilà, il faut effectivement mettre beaucoup de choses en place. Et il faut être au courant de ce qui existe aussi. Bref, je pense que ça va être un des défis en termes de santé publique, ça va être un des défis majeurs des, voilà, des prochaines années et prochaines décennies. C'est vraiment s'occuper à ça. Je crois que j'avais lu récemment que c'était derrière tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, donc voilà, tous les problèmes de mal de dos et compagnie. Donc ça, ces troubles-là, c'est le premier dans le monde, et tout ce qui est santé mentale, ça vient en second. Donc tous les troubles de santé mentale, c'est ce qui est plus répandu dans le monde en deuxième place. Donc ça veut dire que c'est énorme. Donc voilà un peu pour ça. Semaine de santé mentale, comme je disais, ici le focus est mis sur le monde du travail. Parce que comme je disais, avec 4 personnes sur 10 qui est en incapacité pour lier à des problèmes de santé mentale, c'est énorme. Et donc il y a un gros travail à faire en entreprise haute. Ici, nombre de personnes, voilà. En invalidité. Donc invalidité, il y a un petit... Enfin voilà, c'est pas un mot choisi au hasard. Alors je sais pas s'ils ils ont fait l'erreur ou pas, mais donc incapacité de travail, c'est quand vous êtes... donc vous tombez à charge de la mutuelle et c'est moins d'un an. En fait, après un an d'incapacité, vous tombez en invalidité. Donc ici, s'ils n'ont pas fait l'erreur, invalidité, c'est donc des gens qui sont en incapacité depuis plus d'un an et qui souffrent de dépression ou burn-out. Donc ça a augmenté quand même de 46%. C'est énorme. Donc, voilà, donc en l'espace de 5 ans, ça a fait voilà, donc si vous imaginez, c'est des 1000 personnes, là ça passe à 1500. C'est 10 000, ça passe à 15 000. Donc voilà, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'il y a un gros boulot à faire en milieu professionnel. Et il y a beaucoup de travail de prévention à faire par rapport à ça. Donc ouais, c'est des chiffres quand même très interpellants. Et donc ici, le programme des activités notamment, donc la semaine de la santé mentale. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme? Alors, ici, tiens, santé mentale, travail à l'agriculture, en Wallonie, c'est chouette. Voilà, c'est un métier à risque, j'en parlais il y a peu sans avoir même lu ça, donc c'est cool qu'ils proposent justement quelque chose par rapport à ça. Voilà. Après, c'est sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire pour le secteur agricole? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister, on va dire. Mais voilà, c'est bien que aller à la rencontre directement des gens. Côté de Tournai, on a une expo. Donc face à Bric-à-Brac. Donc petite expo, on va voir ce que c'est comme expo.
Expo d'espace public tous les jours jusqu'à fin octobre. C'est la parentalité. Une semaine pour questionner, échanger, s'informer sur la thématique. Donc c'est la tradition mexicaine, c'est des objets fabriqués par les parents comme talismans protecteurs et magiques pour leurs enfants. Donc voilà, donc ici on a quelque chose d'artistique et chargé aussi. Alors, on a semaine de la santé mentale, donc il y a des conférences. Aussi décembre. Semaine de la santé mentale dès le lundi, donc ça va jusqu'au 12. Et alors, qu'est-ce qu'on a de beau comme conférence? Ouais, en fait, il y a des conférences vraiment tous les jours. Donc, ici, par exemple, c'est réflexion. Aujourd'hui, c'était réflexion pluridisciplinaire sur la réinsertion professionnelle après avoir été hospitalisé en revalidation neurologique et après avoir été hospitalisé en psychiatrie. Donc ici, ça reste peut-être un peu plus à des professionnels. Ici, par exemple, voilà, on a l'automassage, luminothérapie, atelier en pleine conscience. Donc ici, ce qu'on appelle un peu les thérapies alternatives, les moyens de faire un peu pour se soulager quand on a les petits bobos dans la tête. Mon père est une saucisse. Ça a l'air intéressant ça. C'est un film belge. Donc c'est du côté de Tournai. On va devenir une sentinelle, une alerte pour sauver des vies. Lesbienne passe forme gratuitement pour intégrer son réseau de sentinelles. C'est chez Solidaris. On va regarder ça veut dire quoi. Hop. Alors, un passe proposer une sensibilisation spécifique pour intervenir comme sentinelle pour les indépendants et entrepreneurs en détresse. Effectivement, quand on est seul face à tout ça, moi je vois bien quand je suis en tant qu'indépendant freelance, quand vous êtes seul, vous devez tout gérer. Et donc, dès qu'il y a le moins de pépins, ben voilà, il y a personne pour vous aider, quoi. Donc, faut être capable de gérer ça aussi. Donc voilà. Donc, 3 heures de sensibilisation présentielle. Détecter une personne en détresse suicidaire, de lui parler de son mal-être. Ben voilà, c'est ce qu'il faut souvent faire, le minimum basique, voilà, sans passer par des formations que je peux déjà vous dire, c'est montrer qu'on est là à la personne et montrer qu'on est là pour l'écouter. Et on se rend pas compte, mais juste écouter, même pas besoin de parler, juste écouter, vous allez déjà soutenir la personne énormément. Parce que beaucoup de gens ont juste besoin de s'exprimer et de se sentir écouté, de se sentir compris. Et juste avoir ce rôle-là d'empathie, de comprendre la personne, de ne pas juger, en fait, c'est surtout ça, de ne pas avoir une attitude jugeante. Juste là, écouter, vous allez déjà permettre à la personne d'aller un peu mieux, en fait, juste là. Pas juger, juste montrer qu'on est là, faire des choses s'il y a besoin, mais pas besoin de parler, en fait. Il y a vraiment pas besoin souvent de parler, juste peut-être pour être sûr de bien comprendre, donc juste poser peut-être des questions. Voilà, chercher à rassurer un peu peut-être la personne en fonction de ce qui est détresse, mais voilà, l'écoute est hyper puissante, on s'en rend pas compte. Alors, ici, présentation d'outils pour parler de santé mentale, avec côté de Namur. Ici, pour parler de burn-out, côté hôpital de jour psychiatrique, union clinique, bref, troubles bipolaires et travail, effectivement, que je dis, il y a beaucoup de troubles en santé mentale. C'est plus connu, c'est anxiété et dépression, mais il y en a d'autres, évidemment. Alors, co-création en outil de co-développement pour les équipes. Voilà, du coup, burning, je ne mourrai pas et pourtant nulle vie ne demeura. Mise en scène puissante, santé mentale et insertion. Bref, il y a un peu de tout, un peu partout. Donc en Wallonie et à Bruxelles. Donc c'est réalisé par, je vais regarder qu'on voit un peu mieux ici. Donc il y a CRESAM qui est centre de référence en santé mentale. Et j'ai vu que c'était aussi la Ligue bruxelloise sur la santé mentale qui organise tout ça. Donc CRESAM c'est à Namur, qui organise un peu tous les événements présents en Wallonie.
Communiquer presse, graphique, retombée presse, ouais, ça c'est un peu hop. Mais donc voilà, c'est la semaine pour profiter un peu des différents événements, pour être un peu mieux sensibilisé, pour avoir des outils pour mieux sensibiliser aussi. Voilà, pour parler de tout ça. Je vous dis, ici c'est qu'une semaine, mais il faudra même continuer à en parler après. Donc voilà, profitez de ces occasions-là pour découvrir ce qui se fait. Déjà, je trouve ça toujours intéressant de découvrir un peu les méthodes des autres, découvrir comment ils en parlent, mine de rien, parce que trouver les mots justes, c'est pas toujours facile non plus. Et donc, quand on commence à avoir un peu les termes un peu pro, ça peut vraiment aussi aider. Donc voilà un peu pour ça. Euh, voilà. Après, effectivement, il y a différentes manières de faire. Ici, avec un spectacle, voilà. Donc ici, carrément, on parle d'inceste. Donc ça, c'est énorme aussi. C'est un gros problème aussi. Donc 10 nouveaux cas chaque semaine depuis le confinement, c'est voilà. Là, on tombe un peu dans l'horreur, quoi. Autant le dire comme ça. Alors c'est vrai qu'il y a aussi par rapport aux médicaments. Alors vous allez tomber sur tout et n'importe quoi. Vraiment en santé mentale, première chose à faire, c'est évidemment dès que vous ne sentez pas bien, c'est voir son médecin. Et votre médecin va normalement déjà vous ausculter, mais je veux dire, il va dire faudrait peut-être prendre rendez-vous avec en psychologie en tout cas. Et le soutien psychologique, c'est vraiment pour moi la base. Quand il y a un problème de santé mentale, c'est vraiment la base. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire. Après, il faut vérifier la formation et tout des personnes comme ça. Mais c'est la chose à faire. Alors, n'allez pas forcément vers la première personne disponible. Regardez quand même un peu les profils des psychologues, c'est quoi leur parcours, c'est quoi leur méthodologie de travail. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il est important finalement, comme c'est un parcours que vous risquez de faire quand même sur quelques temps, donc autant le faire avec la bonne personne. Quelqu'un vraiment où vous sentez que la méthodologie vous correspond, son état d'esprit vous correspond. Et voilà, c'est comme un parcours que vous allez faire avec une personne, comme je dis, et donc faut le faire avec une personne avec qui voilà, il y a une espèce de feeling qui passe quoi. Donc ça c'est important en termes de choix avec la personne professionnelle que vous voulez qui vous suive. À côté de ça, il y a effectivement blindé de petites choses que vous pouvez mettre en place. Alors, évidemment, quand c'est lié à l'environnement, c'est toujours difficile. Vous pouvez pas changer votre environnement de travail. Vous pouvez demander à ce qu'il y ait un changement de votre environnement de travail, mais vous n'avez pas le pouvoir de réellement changer vous-même. C'est ça. Après, il y a juste des petites choses, effectivement, ce qui est pouvoir un peu justement sortir ses émotions. Alors, il y en a, ça va être le sport. Il y en a, ça va être un peu de méditation. Voilà, il y en a qui vont faire des balades. Enfin, il y a plein de choses, petites choses qui se mettent en place pour un peu, voilà, se soulager de ça. Et de l'autre côté, ça va être aussi qu'est-ce que je peux mettre en place pour un peu prévenir tout ça. Donc évidemment, il y en a qui vont un peu changer leur alimentation aussi, manger un peu moins gras, parce que c'est vrai que le gras favorise un peu aussi voilà, ce côté un peu dépressif. Donc quand on est trop effectivement peut-être chez soi ou quoi, ça joue aussi, enfin ça dépend des personnes, mais voilà, il y a plein de choses qui jouent et donc on va essayer de grappiller à droite à gauche des manières de se soulager. Mais je pense que c'est important aussi déjà de culpabiliser en disant c'est pas votre faute, hein, ça arrive vraiment de manière aussi banale que prendre un rhume. Voilà, on s'en rend pas compte, mais c'est un peu ça parce que c'est lié à l'environnement de manière générale. Et effectivement, il y a un côté déculpabilisé où on pense qu'on on est soi-même responsable de ça et on se rend pas compte que c'est notre environnement qui est trop dur en fait. Vous tapez avec un marteau, c'est normal que votre crâne ne tienne pas le coup. Donc ici c'est pareil, mais voilà, on s'en rend beaucoup moins compte parce que c'est beaucoup moins évident. Et donc et c'est notamment les conditions de travail qui jouent souvent à tout ça. Hein. On a vu les statistiques, 4 personnes sur 10, c'est énorme. Et donc
Donc oui, il y a un travail qui doit être mené aussi à ce niveau-là, de conscientisation dans le milieu professionnel. Et donc, faut dire, ben, c'est pas votre faute, c'est les conditions de travail. Et donc voilà, et voilà, doit y avoir du changement aussi de ce côté-là, au niveau de ces mentalités-là. Il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot. Parce que voilà, c'est aussi peut-être lié au générationnel, je ne sais pas, mais ouais, ça c'est. Ouais, il y a beaucoup à faire. Ça c'est sûr. Il faut se donner les moyens aussi de le faire. Donc voilà. Après, effectivement, voilà, je vais pas tout passer en revue. Euh, mais de belges chez le psy aussi, grâce au nouveau remboursement. Voilà. Il faut aussi se dire que vous avez, voilà, ici en Belgique, 2 personnes sur 10 et 4 sur 10 sur les jeunes ont besoin d'un soutien psychologique. Donc ça correspond un peu à ce que je disais. Effectivement, il y a du coup plus en plus de remboursements qui sont disponibles. Et donc, regardez auprès de votre mutuelle. Parce qu'il y a vraiment voilà, ça devient vraiment intéressant, quoi. Je regarde ici pour ma mutuelle, moi je suis chez Partena, il y a 16 séances qui sont remboursées à hauteur de 20 euros par séance. Donc ça fait quand même un total de 10, 200, 200 et 160. Qu'est-ce que je raconte? 6 fois 220, ça fait quand même 320 euros de remboursés pour ces séances-ci. Alors faut voir un peu maintenant, la moyenne c'est des séances-ci, c'est quoi, 50-60 euros. Donc l'intérêt d'avoir les jeunes gratuits, c'est ça. Ouais, je crois que c'est plus ou moins la moyenne, 50-60 euros maintenant. Ça a quand même augmenté. Donc on est peut-être plus souvent à 60. Mais après, il faut voir aussi dans les plannings familiaux, par exemple, vous pouvez avoir des consultations pour beaucoup moins cher. Des fois, c'est un peu même des prix négociés. Ça peut être genre, mais justement, vous payez 20 euros la consultation et en fait, ben, pendant 16 consultations, elles sont presque. Vous les payez pas si vous êtes sur ma mutuelle parce que les, euh, les 16 premières séances seront intégralement remboursées à 20 euros, quoi. Donc, intéressez-vous par rapport à ça. Il y a certainement voilà, plein d'options pour pouvoir bénéficier pas cher ou à moindre prix d'un suivi psychologique. Voilà. En 10 ans, on est passé de 2,6 à 5,6. Donc c'est voilà. Donc comme quoi, vraiment, il y a un besoin par rapport à tout ça, quoi. Hop, hop, hop. Donc voilà, intéressez-vous du coup aussi au remboursement. Donc ça c'est pour la santé mentale. Il y a énormément de choses à dire. Alors, voilà, si vous y connaissez, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille fortement de vous y intéresser un minimum. Ne fût-ce que sur les choses de base, genre anxiété, dépression. Euh, alors, regardez un peu à droite à gauche sur des sites quand même un peu de référence, pas n'importe quoi. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à en parler déjà à votre médecin traitant. Et vraiment déculpabiliser sur l'idée de voir une psychologue. De toute façon, vous êtes engagé à rien, hein. Voilà, vous faites une séance. Si ça vous parle pas avec cette personne, bah, allez voir quelqu'un d'autre. Et voilà, peut-être qu'il y a d'autres méthodes qui vont peut-être mieux vous parler aussi. Mais en tout cas, ne restez pas seul avec ça chez vous. C'est pas ça qui va aider, normalement. Euh, donc voilà. Après, on n'est pas infaillible non plus, donc c'est normal de craquer, c'est normal des fois de pas tenir le coup. Faut se dire que c'est normal en fait. Vous allez finalement, il y a un- je sais que ça peut paraître un peu aberrant, mais quand vous allez pas bien, quand vous prenez conscience que c'est normal de pas aller bien, vous allez bien. C'est c'est le psychologique, hein. C'est vraiment ça. À partir du moment où vous acceptez que vous n'allez pas bien, vous commencez à aller bien. Donc, voilà, il y a gros travail à faire par rapport à ça. Donc, quand vous voyez tous les maîtres zen dans les émissions télé ou dans les films et compagnie, vous pouvez un peu vous inspirer de ça, mine de rien. Parce que parce qu'il y a ce côté-là. Zen, prendre du recul, en fait, c'est ça. C'est prendre du recul par rapport à la situation. Être capable de prendre du recul pour mieux les analyser et prendre du recul surtout
et se détacher en fait, hein, un peu ça. À partir du moment où on est dans un environnement toxique, à partir du moment où on en sort, déjà il faut prendre le temps de se soigner de l'impact de cet environnement toxique et s'éloigner pour se rendre compte que, ben, c'est un environnement toxique et ben, aller voir ailleurs en fait. Des fois, c'est ça qui malheureusement il faut faire. Un environnement de travail qui est toxique, ben, c'est clair que ça saoule de se dire que je dois quitter mon travail parce qu'il est toxique. C'est vrai qu'on aimerait bien que l'environnement de travail change, mais c'est pas toujours faisable, pas toujours possible. Euh, donc, même si ça devrait, évidemment. Donc voilà, il y a beaucoup de choses auxquelles vous passez, mais il faut vous donner du temps. Si c'est le meilleur conseil que je peux vous dire. Donnez-vous le temps. C'est pas un truc qui se soigne. C'est pour ça qu'il y en a qui sont d'incapacité qui passent en invalide. 1 an, ça passe très vite en fait, quand on a ce type de problème-là. Et vous avez parfois besoin au moins ça euh, pour aller mieux. C'est pas un truc que en 1 ou 3 mois, ça va aller quoi. C'est surtout quand vous n'êtes pas rendu compte au début. Quand on s'en rend compte, qu'on est vigilant, on a des signaux d'alerte qu'on est capable de comprendre, vous dites là il y a un problème, je dois intervenir. Et du coup, là vous passez beaucoup moins de temps en incapacité de travail. Quand vous n'avez pas les signaux d'alerte, quand vous débutez vraiment dans tout ce monde-là, vous encaissez en fait. Au début, vous encaissez et donc c'est vraiment par après que, avec travail avec un professionnel, une professionnelle, vous allez, comme un oignon, enlever couche par couche et vous allez comprendre un peu plus les choses, quoi. Et donc, il faut être à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut en tout cas être vigilant par rapport à sa santé mentale. Donc il y a beaucoup de choses à dire, comme je disais, il y a beaucoup de troubles différents. Peut-être que j'aurai, peut-être à un moment donné, différents invités pour parler de ça. En tout cas, c'est ce que j'aimerais bien faire à l'avenir. Au plus il y aura de followers, au plus je pourrais inviter des gens. Je me dis qu'à partir du moment où il y a au moins 100 personnes qui follow, je commencerai à avoir au moins une personne invitée à chaque fois. Chaque fois qu'il y a un palier de 100 ou un palier de 50, j'en sais rien. Je n'ai pas encore vraiment défini. Que voilà, j'inviterai quelqu'un. Je vais repasser hop en transition comme ceci parce que voilà, j'ai plus grand chose à montrer sur mon écran. Donc voilà. Donc parler de santé mentale, je disais, c'est important. C'est important de connaître les chiffres pour connaître l'ampleur et c'est important de connaître aussi les choses de manière qualitative, pour voilà, se rendre compte aussi, pour comprendre le phénomène en fait. Ça, moi, je dis toujours, il faut que le qualitatif et le quantitatif soient complémentaires. Le quantitatif permet de se rendre compte qu'il y a un problème et de l'ampleur du problème. Le qualitatif permet de le comprendre. Et donc voilà, il faut toujours lier un peu ces doubles approches. Donc voilà pour la santé mentale. Voilà, on a parlé jeu aussi. Donc ici, c'est vrai que sur la dernière demi-heure, je laisse plus. Évidemment, j'avais prévu plus le chat, mais je me doute bien que comme c'est les premiers lives, il n'y a pas encore trop de monde. Donc, sur ce, merci à ceux qui sont passés, merci à ceux qui regardent après en replay. Il faudrait que je regarde comment faire, mais je vais normalement essayer de remettre le replay sur YouTube. Donc, pour rappel de l'émission, donc Ludo Social, ça va être idéalement tous les mercredis, de 14h à 16h. Donc première heure, ça va surtout parler de jeux, faire un peu de veille ludique, un peu voir ce qui est sorti, qu'est-ce qui est intéressant d'utiliser en animation. Parler éventuellement, voilà, ça peut être un peu le travail que je fais, parce que là, à partir de vendredi, je vais donner des formations, enfin je reprends les formations en ludopédagogie pour la ville de Bruxelles, j'en ai déjà donné une 30aine la précédente année scolaire, et donc là je reprends avec encore une bonne douzaine. Donc jusque décembre, donc ici de vendredi jusqu'au 22 décembre, voilà, quasiment 2 fois par semaine en fait. Je vais avoir des formations à donner, plus voilà, des interventions à droite à gauche, donc à l'occasion j'en parlerai.
À côté de cela, donc le côté jeu, le côté professionnel, voilà, s'il y a des gens évidemment dans le chat qui veulent des conseils en ludopédagogie, utiliser le jeu de manière professionnelle, euh, c'est le moment, c'est l'instant. Des gens aussi qui veulent parler de certaines thématiques sociales parce que ça rentre dans, je sais pas, si vous travaillez dans une assoce et c'est le travail de votre assoce de parler de ces thématiques-là. Moi, c'est toujours intéressant d'avoir des échanges professionnels là-dessus et pourquoi pas être invité, de pouvoir parler d'une thématique. Ici, voilà, j'ai fait aussi une petite dérive sur une série Netflix euh, parce que je trouvais intéressant par rapport au jeu. C'est possible que je le fasse aussi avec d'autres sujets parce que il y a la série genre Sex Education, ce serait génial pour parler de ça et de l'Evras. Donc, parce qu'elle le fait vraiment de manière intelligente, je trouve, la série. Parler comme ça, vraiment des sujets purement d'actualité et de sexualité, comme ça, de manière ouais, relativement intéressante et, pas dire ludique, mais divertissante. Euh, donc, voilou. Que dire d'autre? Ben oui, non, l'idée c'est ça, c'est vraiment via Twitch, d'être dans un échange. Euh, donc voilà, c'est ça l'idée, plutôt qu'un podcast où effectivement je pourrais faire ces formats plus courts et ça peut être un échange avec juste une personne, mais moi j'aime bien quand il y a quand même un public qui est présent et, euh, et qu'on puisse voilà, échanger nos pratiques, nos expériences, nos ci, nos là, et que ça puisse bénéficier au plus grand nombre finalement. Donc ça peut être en mode open source. Donc voilà, on peut dire que se conclut ce premier live de Ludo Social. Merci aux gens d'être passés. Je vais déclarer que vous êtes pandastiques. Voilà. Ça va être le petit truc en plus. Quand j'aurai débloqué affiliés et compagnie, je vais essayer de mettre des petits émoticônes de panda et compagnie. Donc voilou. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne fin de journée, ça dépend à quel moment vous regardez ça. N'hésitez pas à faire des commentaires, à me suivre sur les réseaux sociaux aussi. Normalement, ils sont repris en bas. Donc, il y a le site web, le Facebook, le LinkedIn, l'Instagram et bientôt YouTube où je vais remettre les vidéos. Donc, voilà. À tout bientôt. Et donc, à la semaine prochaine surtout. Mais je ne sais pas encore le plan, ça va être la semaine prochaine, ça va être toujours un peu à la one again, un peu en impro. En tout cas, ce sera juste jeu et société, ça c'est sûr. Donc voilà. À ciao et à la prochaine.